Rebonjour. On va passer à la deuxième partie de notre séance d'aujourd'hui, la troisième séance du module Lean Service, le module optionnel Lean Service. Et je remercie encore une fois vos camarades qui ont présenté un exposé très riche avec des informations très pertinentes. Je les remercie pour l'effort fourni. Et on va enchaîner dans la même thématique, les MUDA dans le Lean Service, et je vais vous présenter quelques notions sur les MUDA et les processus dans les Lean Service dans le cas général, et je vais mettre l'accent surtout sur le processus administratif Lean Office ou Lean Bureau, parce que ce processus, ce type d'entreprise de service existe partout, existe dans le healthcare, existe dans le système bancaire, existe dans n'importe quel type d'entreprise de service ou d'entité de service. Et je vais vous présenter à la fin deux exemples de chantier, deux études de cas, si vous voulez, deux petites études de cas, des exemples d'études de cas pour ceux qui vont présenter des études de cas pendant la cinquième séance, sur le système bancaire, une amélioration Lean Service dans le système bancaire et une entreprise de prestation dans le domaine de l'assurance. Ça va clôturer cette séance, et je vais commencer dès le début en présentant ce que le Lean Service et ce que le MUDA dans le Lean Service, et surtout la différence entre MUDA dans le système manufacturier, dans le Lean manufacturier, le Lean Management dans le secteur manufacturier industriel, et le Lean Management dans le secteur de... Pour commencer, pourquoi les systèmes de services, les entreprises de services peuvent avoir besoin d'une application du Lean? C'est premièrement parce qu'il y a des pressions, il y a des changements, il y a des variations externes liées aux partenaires, aux stakeholders, aux parties prenantes externes, liées aux changements économiques, changements sanitaires pour notre époque, liés aux clients qui changent de cahier de charge parfois, qui changent de demande, qui sont plus ou moins nombreux, avec un nombre croissant ou décroissant dépendamment de plusieurs critères. Et ces facteurs externes influent sur le déroulement interne du travail. Ça va avoir une influence sur la motivation du personnel, sur les compétences du personnel, sur la réactivité, l'efficacité, le rendement de ces opérateurs. Et là, vous pouvez remarquer que j'insiste sur la notion de main-d'œuvre, parce que dans le domaine de service, la main-d'œuvre, c'est l'outil principal de travail. C'est l'équivalent, vous pouvez imaginer ça, vous pouvez comprendre automatiquement ça, que la main-d'œuvre dans le système de service, c'est l'équivalent des équipements pour la production. Donc, on ne peut rien faire sans la main-d'œuvre, et la complexité de la gestion des systèmes de service provient en particulier de cette particularité du management dans le domaine du service. Le fait d'avoir le caractère humain qui impacte toute étape du processus de gestion. Donc, pour faire face à ces risques ou à ces changements externes qui influent automatiquement sur les conditions de travail internes, les entreprises de services peuvent améliorer leur situation sur deux axes. Ils peuvent apporter des améliorations structurelles, avoir des leviers structurels d'amélioration, c'est-à-dire, par exemple, le service était à 100%, des tâches à 100% manuelles, il devient informatisé. C'est un changement structurel, c'est une amélioration structurelle. Voilà, investir pour former la main-d'œuvre qui travaille dans ce service-là. C'est structurel aussi, techniquement, je parle de formation technique. Ou bien, garder les mêmes outils techniques, les mêmes outils informatiques,
les mêmes procédures de travail, par exemple, le nombre de jours de traitement d'un dossier réellement. Combien de jours l'employé doit passer pour traiter un dossier dans une banque, par exemple. Donc, on garde le temps à valeur ajoutée et on essaye d'améliorer l'organisation de cette entreprise-là. Et c'est justement dans l'approche organisationnelle où se situe l'application de l'approche Lean dans le domaine du service. Donc, pour l'amélioration, pour faire face aux risques, aux changements externes et internes, et dans le cadre d'une amélioration liée à l'organisation. C'est-à-dire, on ne va pas toucher au processus, au cœur du métier du service. On va garder les mêmes tâches, les mêmes opérations à valeur ajoutée et on va travailler sur l'élimination des temps à non-valeur ajoutée, c'est-à-dire des MUDA automatiquement. Et ça, ça peut être traduit en une application d'une approche organisationnelle pour améliorer, pour faire face aux risques externes et internes dans une entreprise. Et cette amélioration, cette approche organisationnelle peut être appliquée ou peut être mise en place dans tous les processus de l'entreprise. Ça peut toucher la gestion des ressources humaines, par exemple, changement de contrat de travail, augmentation des primes, dépendamment de l'effort, et là, ça peut rejoindre aussi le processus financier. Ça peut toucher aussi les processus de support, par exemple, les assurances. C'est l'assurance incendie, par exemple, c'est un processus de support. C'est, par exemple, les conditions, l'hygiène de travail, c'est une fonction de support, un processus de support. L'administratif, mouche au cœur du banque, mais l'administratif pour la gestion, par exemple, de stock de consommables. C'est une fonction de support, c'est un processus de support. Signature des congés, c'est une combinaison entre ressources humaines et support, etc. Et l'approvisionnement, les relations avec les fournisseurs, les délais, les coûts, etc. Et finalement, une fois nous avons touché tous ces processus, on peut innover. L'innovation peut être, par exemple, comme ce que j'ai présenté, je vous ai proposé ici comme exemple d'amélioration organisationnelle. L'innovation peut être une informatisation de l'activité. La mise en place d'un ERP dans le système de service, c'est une innovation. Mais avant d'arriver à cette étape d'innovation, il faut éliminer les gaspillages de tous les processus, les autres processus de l'entreprise. Mais on peut agir, une fois nous avons éliminé les MEDA, on peut agir sur l'organisation d'un système de service en innovant d'une façon ou une autre. L'innovation évidente, triviale dans le système, dans une entreprise de service, c'est l'informatisation, la digitalisation de l'activité de cette entreprise-là. Et l'objectif, tout comme le système manufacturier, c'est toujours le triangle qualité, délai et coût dans un objectif global de satisfaire le client. Sauf que la satisfaction du client dans le système de service est beaucoup plus difficile que la satisfaction dans le système manufacturier pour plusieurs raisons. On va citer tout au long de cette séance quelques exemples de la non-satisfaction du client qui est plus fréquente, plus proche et plus visible par le créateur de la valeur ajoutée, par la main-d'œuvre qui travaille dans le service. L'apparition du lean service, de point de vue timing, le timeline, c'était vers les années 2010. On ne va pas revenir à l'apparition du lean manufacturing et qu'est-ce que était
les origines de l'apparition avec Toyota, avec l'évolution, etc. Pour le Lean Service, les entreprises commençaient à parler du Lean dans le domaine de service à partir des années 2010. Comment les entreprises considèrent le Lean dans le domaine de service? C'est principalement dans les années 2000, pardon. Le Lean Service est dans les années 2000. L'année 2010, c'est Lean IT. Lean IT, d'accord? Donc, le Lean Service, je m'excuse, c'est dans les années 2000. Et l'objectif principal, c'était l'amélioration du ratio coût-chiffre d'affaires. C'est-à-dire minimiser les coûts des activités de la main-d'œuvre dans le domaine du service. Et l'indicateur, le KPI qui va mesurer l'efficacité de ces interventions, c'est le coût sur le chiffre d'affaires. Et l'objectif, c'est toujours une satisfaction client, une élimination de gaspillage. Et pour le système de service en particulier, gagner la confiance des employés, améliorer la confiance des employés est primordial parce que ce sont les outils de travail. C'est l'amélioration, l'employé, au même temps, a besoin d'une, entre guillemets, maintenance. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question? Non? Donc, l'employé, il a deux rôles. Il a le rôle de l'outil de travail et donc l'activité de maintenance dans le système dans le système industriel va être aussi appliquée autrement, bien évidemment, sur les employés, par des motivations, par des formations continues, par la mise en place de procédures pour fiabiliser ou pour augmenter le rendement des employés, etc. C'est le premier volet pour les employés et ça reste des employés, des fonctionnaires dans l'entreprise. Donc, c'est un partenaire, un des partenaires le plus important dans une entreprise et le rôle ou la position des employés dans l'entreprise de service est beaucoup plus importante que dans les entreprises industrielles, même dans le cas où j'ai une entreprise digitalisée à 100%. Il y a toujours l'intervention du caractère humain pour le domaine de service. Et comme je vous ai dit, l'objectif, c'est toujours une satisfaction de client en éliminant les gaspillages. Et l'élimination de gaspillage a aussi une influence sur le rendement de la main-d'œuvre. Maximiser l'exploitation de la main-d'œuvre par l'affectation de tâches, le maximum de tâches à valeur ajoutée. Comment on va atteindre ces objectifs-là? Principalement par l'amélioration du système de gestion, la façon avec laquelle on va gérer notre système de pilotage des tâches et de réponse aux demandes des clients. C'est pour ça que dans les années 2000, on commence à parler du Lean dans le domaine de service. Ça a commencé dans le domaine, dans les bureaux, office, et puis ça s'est généralisé sur tous les systèmes de service. Et puis à partir de l'année 2010, ça a été remarqué que le Lean, les notions du Lean, le concept Lean peut améliorer le domaine de l'IT. Quel type de processus administratif on peut trouver? On dit processus et on ne dit plus entreprise. Justement parce que le Lean peut être appliqué dans le domaine de service parce que chaque service peut être décomposé en processus. C'est-à-dire, lorsque je vais appliquer le Lean dans le domaine de service, en réalité, dans une entreprise de service, en réalité, je vais appliquer le Lean sur des processus administratifs, que ce soit dans le Lean Office, Lean Healthcare ou Lean dans le domaine des entreprises bancaires. De même pour l'IT. Même pour le domaine de l'IT,
on peut appliquer le Lean parce que tout projet, voilà, toute activité dans le domaine IT peut être décomposée en processus. Restons pour le service. Quel processus on peut trouver dans une entreprise de service? Les processus les plus existants dans presque tous les domaines de service sont ces processus-là et ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, il y a les processus de traitement de réclamation client, traitement des devis, l'établissement et la créance des nouveaux clients, établissement et créer un nouveau client, c'est-à-dire faire l'effort pour ajouter, pour augmenter le nombre de clients. Établir un nouveau client, c'est-à-dire déjà un client qui est là et je vais travailler pour la fiabiliser, pour la fidéliser, pardon, pour introduire les données, pour le satisfaire surtout. Donc, l'établissement et la créance de nouveaux clients, l'affectation des règlements et le respect de ces règlements-là, le contrôle, est-ce que l'entreprise est en train de respecter les règlements ou pas, comme par exemple dans le domaine de l'audiovisuel. Il y a des règlements à respecter et à ne pas dépasser. La gestion de transport sans donner une importance aux moyens de transport. Donc, la gestion de transport de point de vue planning et planification et affectation, par exemple, des employés, les horaires de transport, la nature, voilà, le mode de transport à utiliser, que ce soit pour le personnel ou la gestion de transport pour les entreprises de services, donc pour les entreprises manufacturières. Donc, je peux trouver une optimisation de fonctions de services dans une entreprise manufacturière, un chantier dans un chantier global d'une entreprise manufacturière. Je peux travailler sur un processus de développement de nouveaux produits, les rapports financiers annuels pour le contrôle fiscal, par exemple, le traitement des appels entrants, que ce soit pour réclamation ou dans le cas de centres d'appel. Et dans le cas des centres d'appel, le traitement des appels, c'est l'activité principale et donc c'est le processus principal de cette entreprise-là. Et on peut citer plusieurs autres processus administratifs dans les entreprises de services. Pourquoi traiter ces processus administratifs-là? C'est dans les mêmes, pour réaliser ou pour atteindre les mêmes objectifs que dans le domaine manufacturier. Lorsque je vais travailler sur le Lean dans le domaine du service, l'amélioration continue dans le domaine de service, c'est comme si, analogie, avec adaptation bien évidemment, mais en gardant les mêmes objectifs définis pour un chantier Kaizen dans le Lean Manufacturing. Et toujours, l'objectif global, c'est la satisfaction client de point de vue qualité et coût et qualité et délai, c'est-à-dire livrer le client le service qu'il a demandé avec la qualité recommandée et le délai respecté. Et bien évidemment, réduire les coûts pour améliorer des ratios par rapport au chiffre d'affaires ou la diminuer tout simplement des dépenses. Et par la suite, améliorer l'efficacité de l'entreprise et l'efficience de l'exploitation, principalement de la main-d'œuvre qui est le matériel principal, entre guillemets matériel, dans une entreprise de service et visualiser le flux de traitement. تنشوفوا un outil de visualisation. احنا شفنا dans le système manufacturier, on a vu le CIPOC, même pour le service, l'outil CIPOC pour la visualisation, pour cartographier le flux de traitement dans une entreprise, que ce soit manufacturière ou du service, شفنا la VSM. Il y a le diagramme spaghetti, juste un peu plus loin lorsqu'on va parler des MUDA, je vais vous montrer une vidéo qui va illustrer la méthode spaghetti dans un bureau. Si on veut comparer maintenant les systèmes manufacturiers au système de service, on va trouver les différences, ces différences-là. Principalement,
Il y en a d'autres différences. On peut continuellement alimenter ce tableau par des différences entre l'application du Lean ou l'activité dans le cas général, dans le système industriel et dans le système de service. Mais ces 6 ou 7 points-là sont les différences principales entre ces deux secteurs d'activité. La première différence, nous avons déjà discuté cette différence, c'est par rapport aux parts d'investissement le plus important, c'est-à-dire l'investissement le plus lourd, la ressource qui consomme la plus grande partie d'investissement. Pour le secteur industriel, ce sont les équipements et l'infrastructure, et pour le secteur du service, ce sont principalement la main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre consomme la plus grande partie des investissements dans le système de service. Pour le système manufacturier, on peut voir le MUDA même à l'œil nu. C'est très facile de détecter. C'est souvent, bon, parfois on doit calculer, mais on doit même utiliser des méthodes complexes, mais on peut avoir des MUDA visibles à l'œil nu. Par exemple, besoin en 5S, ça peut être détecté, besoin du management visuel dans le cas général, ça peut être détecté à l'œil nu, sans rien faire, sans aucun outil appliqué. Par contre, dans le domaine de service, généralement, les MUDA sont cachés. Je ne peux pas voir si le livrable, si le client a reçu son dossier, dans le cas de traitement de dossier, je ne peux pas vraiment voir son interprétation, sans appliquer de méthode d'analyse, je ne peux pas voir si s'il y avait de MUDA ou pas. D'accord? Donc, généralement, les MUDA dans le secteur de service sont considérés comme fortement cachés ou invisibles. Troisième point qui est évident, c'est qu'il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de stock physique pour le domaine de service. Et ça peut être considéré comme un point fort ou un point faible. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de l'activité. Nous avons aussi parlé que dans le système industriel, le flux principal, c'est le flux physique, c'est le flux de matériel, c'est des matières premières et produits finis. Alors que dans le domaine de service, c'est principalement un flux d'informations puisqu'il y a principalement de la main-d'œuvre. Cinquième différence, lorsqu'on veut tracer la chaîne de valeur d'une entreprise manufacturière, on ne va pas voir le client. Le client apparaît à la fin de la chaîne de valeur pour n'importe quelle entreprise dans le secteur industriel, manufacturier. Alors que dans le domaine du service, le client est l'élément principal de la chaîne de valeur. Toute valeur ajoutée, presque, la majorité des valeurs ajoutées sont exécutées, voilà, apparaissent sur le client. Et donc, la satisfaction ou la non-satisfaction du client peut être perçue en temps réel, même avant la fin de traitement du dossier. Devant un guichet, si le client n'est pas satisfait, il va exprimer sa non-satisfaction par n'importe quelle méthode d'expression, mais il va quand même révéler, si vous voulez, l'information qu'il n'est pas satisfait. Alors que pour le domaine manufacturier, le client ne peut s'apercevoir qu'il n'est pas satisfait, que sa demande n'a pas été satisfaite, que lorsqu'il va recevoir un produit défectueux, voilà, une commande avec un pourcentage de pièces défectueuses plus importante que ce qui a été dans le cahier de charge. Dernier point que je vais évoquer sur la différence entre l'exercice dans le système manufacturier et l'exercice dans le domaine de service, c'est le fait que certaines méthodes, certains outils ne peuvent pas être applicables dans le domaine de service, tel que par exemple le Pokayoke. Par définition, un Pokayoke doit empêcher à 100% l'erreur. Alors que lorsqu'on a un caractère humain qui existe dans un processus, on ne peut jamais
appliqué à 100% un Pokayoke, par exemple, et c'est par analogie. C'est un exemple des outils qui sont difficilement applicables dans le domaine du service, mais il y en a d'autres qu'on va peut-être voir au fur et à mesure de l'avancement du secours. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose quant à la différence entre ces deux secteurs, industriel et de service? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Est-ce que vous pouvez enrichir ce tableau de différence entre les systèmes manufacturiers et le système de service? Non? Il y a beaucoup de différences entre ces deux systèmes, ces deux domaines d'activité, ces deux secteurs, si vous voulez. Et il y a aussi des notions qui sont liées du domaine manufacturier vers le domaine du service. Donc, dans le dernier point, il y a des notions, il y a des concepts, il y a des méthodes, des outils qui ne peuvent pas être appliqués dans le domaine de service. Et en contrepartie, il y a des notions qui ont été liées vers le système de service. Les deux notions principales qui ont été adoptées dans le domaine de service sont la notion de chaîne de valeur, la représentation de chaîne de valeur, et ce concept ça a été transposé parfaitement avec succès vers le domaine de service, et l'identification des risques, l'identification des gaspillages ou des mudas, et ces deux notions sont le fondement du Lean. Donc, par définition, le Lean, c'est une identification de gaspillage ou une augmentation de valeur ajoutée qui est conséquence qui fait que cette valeur ajoutée si je trace la chaîne de valeur, et donc la notion de chaîne de valeur est primordiale pour appliquer le Lean. Ce sont les deux notions principales qui ont été transposées avec un succès très important, avec voire 100% de succès du domaine manufacturier vers le domaine de service. Pour ce qui est pour la cartographie de la chaîne de valeur, on peut utiliser presque toutes les méthodes que nous avons vues pour la représentation de la chaîne de valeur dans le domaine manufacturier. Pour les indicateurs, on va voir quelques indicateurs un peu plus loin dans cette présentation, mais les indicateurs, il y a toujours le lead time, il y a toujours le tech time, il y a toujours le temps à non-valeur ajoutée, temps à valeur ajoutée. On peut utiliser, comme je vous ai dit, CIPOC, on peut utiliser le VSM exactement avec les mêmes symboles, avec les mêmes principes de traçage de la VSM. Et il y a d'autres méthodes qui sont utilisées, en particulier pour le domaine de service. On va peut-être avoir le temps de voir quelques notions sur quelques outils de présentation, de cartographie de domaine de service ou de présentation de processus de service. Mais dans le cas général, on peut utiliser toutes les méthodes, tous les outils qui ont été utilisés pour représenter la chaîne de valeur dans le domaine de dans le domaine manufacturier, dans le domaine industriel. Pour ce qui est identification de risque, il y a en fait deux volets, voilà, deux remarques à évoquer. Il y a les MUDA typiques, les 7 MUDA que nous avons, les 8 MUDA que nous avons vus avec le Lean Manufacturing. Je vais vous présenter par la suite quelques différences entre les MUDA dans le système manufacturier et les MUDA dans le système principalement dans le système, dans le domaine administratif, avec ce que vos camarades ont présenté. Et on se trouve dans l'obligation, lorsqu'on a un service, de créer de nouveaux types de MUDA pour illustrer la particularité de travailler dans une entreprise de service. Bon, je vais commencer par le deuxième point. Je vais commencer par les nouveaux types de MUDA. Et bien que ce premier MUDA n'est pas nouveau, principalement n'a pas été créé pour le domaine de service, mais son apparition, la mauvaise exploitation des ressources humaines, son exploitation a commencé dans les années 2000, et donc avec la création, avec l'apparition du Lean Service. Donc, la mauvaise exploitation de la main-d'œuvre ou des ressources humaines, l'apparition de ce huitième MUDA a été liée à l'apparition du Lean Service.
par définition, c'est l'ensemble, la mauvaise exploitation des ressources humaines, c'est l'ensemble des gaspillages liés à une mauvaise gestion des compétences. Par exemple, comme vous voyez ici, l'inadéquation de l'affectation des tâches par rapport aux compétences. C'est une compétence physique, mais c'est la même logique avec les compétences intellectuelles, avec les compétences techniques. Qu'est-ce qui peut engendrer une mauvaise exploitation de ces ressources humaines? Surtout une perte de motivation pour celui qui a une compétence qui n'est pas exploitée, donc il va se sentir démotivé et ça va avoir une influence sur le bon déroulement du travail et par conséquence, ça va diminuer la valeur ajoutée, ce qui est lié à la valeur ajoutée, l'objectif même de l'exercice ou de l'application du Lean dans le domaine de service. Donc, la première particularité du domaine de service, c'est même si ce MUDA existe pour le domaine manufacturier, mais c'est fortement lié au domaine de service puisque la main-d'œuvre, c'est le cœur de l'activité dans le domaine de service. Deuxième MUDA, particulier pour le domaine du service, c'est ce qu'on appelle la surconception, mais en particulier la surconception des activités, des services. Qu'est-ce que ça veut dire une surconception? C'est le fait de fournir des fonctions supplémentaires qui peuvent être considérées comme exagérées par rapport à la demande client et qui peut être inutile puisque le client n'a pas demandé cette fonctionnalité-là ou cette fonction-là. Par exemple, le client n'a pas demandé une signature du PDG. En tant qu'employé, j'ai travaillé, j'ai mis du temps, je me suis déplacée, j'ai dû attendre la disponibilité du directeur pour avoir cette signature-là ou ce cachet-là. Et donc, c'est une surconception. نجم تتحسب une surproduction وقتاش تكون une surconception وقت اللي cette pratique devient un processus applicable par tout le monde, un standard applicable, donc يتسمى une surconception. Mais la différence entre surproduction et surconception. Je vous des exemples de la surproduction. Quel type de MUDA surconception on peut avoir? On peut avoir une mauvaise synchronisation, comme par exemple lorsque on lance un service opérateur Olid ou la Tunisie Télécom ou la Orange, il propose un service au mauvais مدام صوت مدام كيفاش؟ خاطر Je صوت continue. قص مدام صوت قص Ah, مدام d'accord. C'est bon? تو سي بون. D'accord. Donc, mauvaise synchronisation, je vais essayer de résumer ce que j'ai dit. La mauvaise synchronisation peut être, par exemple, le lancement d'un produit au mauvais moment. Le mauvais moment peut être à l'avance ou en retard. Par exemple, un produit lié au mois de Ramadan, mais pendant les 3 derniers jours de ce mois. Donc, ça va avoir un impact financier réduit par rapport au lancement du même produit au début du mois. Deuxième type de MUDA surconception, c'est la surconception des fonctions principalement utilisées pour les logiciels. Par exemple, je vais concevoir un ERP pour mon entreprise de service et je définis des modules, des fonctions qui n'existent pas dans mon entreprise. Par exemple, je n'ai pas de service après-vente. Je ne reçois pas de réclamation client et quand même, je développe un module sur le service après-vente. Et l'exemple typique de la surconception des fonctions, c'est Excel, c'est Microsoft Excel. Microsoft Excel, c'est un logiciel qui est très puissant et des études ont été faites que la majorité, 90% des utilisateurs d'Excel n'exploitent que 10% de ses fonctionnalités. Et donc, pour Microsoft, Excel, je vais considérer le processus
de développement de MS Excel, je vais considérer que Excel a été développé avec un MUDA sur conception, puisque presque personne, 10% uniquement des gens, connaissent déjà les fonctionnalités avancées d'Excel et les utilisent. C'est l'exemple typique de la surconception des fonctions. Troisième type de surconception, c'est la surconception de technologie. Par exemple, j'ai besoin d'un ordinateur pour les employés du bureau, où les applications qui vont être exécutées sur cet ordinateur sont des applications simples, du bureautique, avec quelques sites Internet en cas de besoin, avec une petite application en intranet. Et j'achète, je définis un projet pour acheter des ordinateurs de 10e génération de la technologie. Je n'ai pas besoin d'ordinateurs assez puissants pour faire fonctionner mon entreprise. Ou bien, dans les appareils téléphoniques, parfois, dans des pays où il n'y a pas de 5G, il n'y a pas le réseau 5G, et il y a beaucoup de téléphones qui peuvent se connecter en 5G. Donc, c'est un MUDA de surconception de technologie. C'est le deuxième type de MUDA. Le premier type de MUDA qui est applicable surtout sur le domaine de service, c'est la mauvaise exploitation des ressources humaines. Le neuvième MUDA, c'est la MUDA surconception, que ce soit une mauvaise synchronisation, une mauvaise conception des fonctionnalités ou des fonctions ou une surconception de la technologie. Et surtout, le MUDA qui est très, très important à étudier dans le domaine de service, c'est le MUDA communication. Puisqu'il y a le contact direct avec le client, puisqu'il y a le facteur main-d'œuvre principalement, qui va exécuter principalement les tâches dans le domaine de service. Donc, il faut donner une importance particulière au MUDA communication dans les entreprises de service. Je m'en à la communication, c'est par une mauvaise communication, un MUDA communication, si j'ai, par exemple, un échange direct d'informations. Il n'y a pas d'échange informatisé. Pour les mails professionnels, ou même l'échange de mails, vos camarades tout à l'heure ont donné l'exemple de mettre en CC des employés, voilà, des gens qui ne sont pas concernés. Tanchouf va aider par la suite un peu de détails sur ce point, mais c'est lié au MUDA communication. Donc, si je suis un employé et je reçois un mail qui est envoyé à tout le monde, je ne vais pas lire ce mail avec le même intérêt que si ce mail a été envoyé pour moi en particulier. Donc, si c'était envoyé pour moi, je vais lui attribuer plus d'attention et je vais considérer que les tâches dans ce mail-là sont principalement pour moi. Mais si c'est envoyé pour tout le monde, je vais supposer que quelqu'un d'autre va faire le travail. Je peux supposer que quelqu'un d'autre va faire le travail. Il y a aussi les emails inutiles. Des emails qui ne concernent pas celui qui a reçu le mail. Donc, à force que cette réception se multiplie, même les emails importants risquent de ne plus être lus, ne plus être considérés. Il y a aussi le problème d'organisation des réunions. Et vos camarades aussi ont cité un exemple de l'organisation. Je ne sais pas si c'est dans le cours, là, vos camarades l'ont dit, mais si j'organise, par exemple, des réunions qui sont loin des bureaux, voilà, de lieux de travail des participants, ça va engendrer un MUDA déplacement, un MUDA perte de temps pour se déplacer vers le lieu de la réunion. Et surtout, le pire, c'est d'organiser des réunions qui n'ont pas d'intérêt, qui sont inutiles. Les réunions utiles, mal organisées, sont considérées comme un MUDA communication. Quoi dire des réunions inutiles, répétitives, qui n'ont pas d'objectif fixé. Donc voilà les MUDA particulièrement appliqués
sur le domaine de service. Et en plus de ça, on peut facilement, vous avez vu dans l'exposé de votre camarade, détecter les 7 MUDA classiques que nous avons déjà vus sur les systèmes manufacturiers. On peut les considérer aussi, on peut les déterminer sur les processus de service. Et je vais vous présenter quelques exemples de MUDA de comparaison entre les, le système de service et le système manufacturier. Mais avant ça, il y a un exemple classique illustratif de la mauvaise communication entre le client et l'entreprise. C'est l'exemple d'un client qui a lancé une commande. Comme vous la voyez, la commande dans la première figure ici, dans la figure numéro 1, c'est la façon avec laquelle le client explique ce qu'il veut. Il a commandé ce produit-là. Qu'est-ce que le project leader, qu'est-ce que le responsable projet a compris? C'est ce que vous voyez dans la deuxième figure. Donc, la conception du produit a changé. Le designer, il a proposé cette conception. Et donc, il y avait des ressources supplémentaires. Il y avait même la fonctionnalité, ça a été modifié. Maintenant, on peut pas, la fonctionnalité attendue de ce produit-là ne peut pas être réalisée par ce qui est présenté dans la troisième figure. Donc, on dit le client, ce que le responsable projet a compris, ce que le designer a imaginé, analysé puis imaginé, ce qui a été programmé, et si on parle du système manufacturier, ce qui a été, c'est l'esquisse, si vous voulez, voilà, le prototype qui a été proposé pour la réalisation. Comment le responsable du business, le responsable financier, celui qui va payer, si vous voulez, qui va supporter les coûts de production, a décrit le produit demandé. Ça a évolué d'une façon très différente par rapport à ce qui a été demandé et même ce qui a été compris par le project manager, le project leader. Et finalement, comment la documentation du projet a été préparée. Donc, rien n'a été préparé parce qu'il y a une dispersion de l'information, parce qu'il y a une différence entre les différents intervenants dans le processus de description du besoin du client à partir même de la description du client. Réellement, maintenant, c'est l'étape planification parce que réellement, rien n'a été mis en œuvre. Tout est théorique, il y a une demande, il y a un designer qui a travaillé, il y a un coût qui a été calculé et rien de concret. Réellement, ce qui a été réalisé, c'est juste ce fil-là. Donc, rien n'a été réalisé, aucune fonctionnalité, ni du client, ni du project leader, ni du designer, ni rien du tout. Et les attentes clients, bien qu'il a demandé ce produit, il s'attend à ça. Réellement, par rapport à l'approvisionnement, par rapport aux ressources fournies pour la réalisation du projet, on a presque rien fourni, on n'a rien fourni pour réaliser ce produit-là et réellement, le client voulait quelque chose de très simple qui est représenté dans la figure 10. Donc, c'est un exemple de la diversification des opinions. Le processus n'est pas décrit, il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de standardisation du jargon, il n'y a pas des mots compréhensibles par tout le monde, il n'y a pas, par exemple, je peux exiger, lorsque je vais réaliser quelque chose, je vais exiger une figure, une photo qui rapproche l'idée du client. Je vais exiger une description détaillée du besoin pour que, dans tous les cas, le transfert de l'information d'une étape à une autre va diminuer
la quantité d'informations transmises. Donc, il y a, dans tous les cas, la qualité de l'information va être dégradée. Mais pour garantir un minimum de fiabilité de l'information transmise entre les différentes étapes, je dois avoir des standards. Et surtout, je dois réduire le nombre d'intervenants. Avec 9 intervenants, on comptabilise le client, il est presque impossible de garder la même qualité de l'information entre le premier intervenant et celui qui va exécuter. Donc, un autre principe dans le lean, dans le cas général, les lean service en particulier, puisque il y a surtout la main d'œuvre, c'est de diminuer le nombre d'intervenants. On n'a pas besoin de tous ces intervenants pour exécuter un projet. C'est un exemple qui peut illustrer presque tout MUDA qui peut exister dans un domaine. Surtout le service, on a traité l'information, la transmission de l'information d'un partenaire à un autre, d'un intervenant à un autre. On va rester dans les MUDA et je vais vous présenter quelques exemples pour chacun des 7 MUDA que nous avons vu pour le système de service et que vos camarades aussi ont présenté, en plus des 3 MUDA appelés des nouveaux types, bien que ce n'est pas très nouveau pour vous, mais l'apparition du premier MUDA, la mauvaise exploitation humaine, a été liée à l'apparition du lean service. Et donc, en plus de ces 3 MUDA, mauvaise exploitation des ressources humaines, la surconception et surtout du MUDA communication, nous avons les 7 MUDA classiques déjà. Et les exemples, les comparaisons, je vous ai proposé des exemples pour chacun des modes de gaspillage dans les ateliers manufacturiers et dans les bureaux, mais demain, vous lisez, c'est un rappel en fait pour les domaines d'atelier. Et là, je vais me concentrer sur les MUDA bureaux et passer rapidement puisque ça a été présenté dans l'exposé de vos camarades. La surproduction, c'est toute activité qui produit plus que la demande ou à l'avance, qui produit à l'avance par rapport au délai de la demande. Et cette surproduction, elle est considérée comme une source de tout autre MUDA. Dans la surproduction, automatiquement, j'ai d'autres sources de MUDA. Dans les bureaux, et par analogie dans le système hospitalier et les systèmes bancaires, par exemple, si j'ai un surplus d'informations, c'est un MUDA. Si j'ai une diffusion répétitive de la même information, j'envoie par mail l'information, j'appelle l'employé concerné pour lui rappeler cette information-là et je répète cette information lorsque on se croise dans les couloirs. C'est un MUDA. On n'a pas besoin de reprendre une même tâche à plusieurs reprises. Les surplus d'emails ou encore des fournitures. J'ai besoin d'une rame de papier, mais j'oblige 5 grammes de papier pour encombrer le bureau. C'est une conséquence d'autres MUDA. Donc, on dit un surplus de fourniture qui va engendrer un mouvement difficile dans le bureau parce que le bureau devient encombré. Et on a discuté les emails avec des destinataires qui ne sont pas concernés, ou avec trop de destinataires et ça risque d'être mal lu et par conséquence mal discuté. Je peux avoir un tableau de bord de mon activité avec des indicateurs qui ne sont pas intéressants. Et donc, je ne serai pas intéressée même pour les indicateurs utiles pour moi. Si j'ai beaucoup d'indicateurs que je ne comprends pas, je vais être désintéressée même pour les indicateurs qui m'intéressent. De même, si j'ai des indicateurs, un surplus, une surproduction d'indicateurs qui ne sont pas exploités ou qui ne sont pas compris par les employés. Donc, j'ai produit des indicateurs qui sont mal exploités. Et l'exemple que nous avons discuté sur les logiciels qui sont surdimensionnés par rapport aux besoins de l'entreprise. Deuxième MUDA, c'est le surstockage, c'est l'inventaire.
le domaine de service, pour le domaine manufacturier, pardon, les stocks sont liés à l'encombrement de surface, sont liés à la minimisation et la baisse de la trésorerie, c'est-à-dire avoir moins de cash flow parce que je vais avoir ce qu'on a appelé l'argent mort. Et en plus de ça, ça peut être, dans le domaine de service, c'est un stock de dossiers, par exemple, dans les armoires. Un tableau d'affichage surchargé, et là, je vais revenir aux indicateurs non utilisés. Un grand nombre d'indicateurs non utilisés. Dans le domaine de service, puisqu'il y a le caractère humain, on parle d'enjeux psychologiques du stockage. C'est-à-dire quoi? Si j'ai un stock de dossiers qui n'est pas qui ne sont pas traités, ça peut engendrer une démotivation. Ou elle, ça peut engendrer un mécontentement, une non-satisfaction du client, et donc ça va créer des problèmes, d'autres problèmes que le surstockage. Je vais avoir de retard, par exemple. Je vais être incapable de satisfaire les clients parce que j'ai un stock important de dossiers. Donc, un MUDA cache un autre. Il y a aussi le stock de mails à traiter. Si je reste une semaine sans consulter mon mail, je vais avoir un stock de mails et donc de travail et de réponses à donner aux concernés. Dossier, mail, tableau de bord ou communication surchargée, armoire pleine de dossiers, ça peut engendrer, en plus de la diminution du cash flow de la trésorerie, ça peut engendrer des problèmes, entre guillemets, psychologiques liés principalement à la motivation des employés et liés à la non-satisfaction du client. Troisième MUDA, c'est le MUDA transport. Je peux avoir un même processus de travail dans différents bureaux. Le déplacement entre bureaux risque de détériorer l'information ou de perdre l'information. L'exemple que nous avons cité par rapport… Quel exemple cite? Transfert. Voilà, c'est cet exemple-là. Le transfert de l'information, ça peut être parce que j'ai des transferts d'informations entre les bureaux. L'information a été perdue parce que j'ai des bureaux éloignés et le flux de dossiers n'est pas standardisé. Je dois avoir un flux standardisé. Si ce flux n'est pas standardisé, ça va engendrer un MUDA transport. J'ai une vidéo à vous présenter. Vous voyez la vidéo là? Est-ce que vous voyez la vidéo? Non, madame. Non. Oui. Juste, je vais arrêter la présentation, l'exposé, et je vais vous montrer une petite vidéo d'une minute qui illustre les déplacements dans un bureau. Eh bien, je peux considérer que c'est le diagramme spaghetti dans un bureau. شوفوا فيه la vidéo. Oui, c'est bon. Oui. Il n'y a pas de son, juste vous suivez. C'est dans deux bureaux adjacents. Imaginez que les bureaux étaient plus loin, avec deux armoires uniquement. D'ailleurs, si on travaille sans l'INA, il y a une autre équipe qui travaille après organisation de l'espace. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est juste modifier le layout des bureaux. Donc, vous voyez la différence entre, voilà, vous voyez la différence entre les transports et les mouvements des différents employés. On a le même nombre d'employés, 5 employés, le même nombre d'armoires, 2 armoires, même nombre de bureaux. Chaque employé, chaque main-d'œuvre a son propre bureau.
et dans le même espace de travail. Avec un simple arrangement, c'est un management visuel. On applique un simple outil Lean et nous aurons une réduction. Qu'est-ce qui peut engendrer en fait les diagrammes spaghetti? علاش اسمه spaghetti ça ressemble au spaghetti, ça trace le flux de mouvement, que ce soit dans les ateliers ou là dans les bureaux. Dans notre cas, c'est dans le bureau. Ça peut causer des retards. Je vais passer plus de temps à chercher. Ça peut créer une malaise. Lorsqu'on parle une main-d'œuvre, de la main-d'œuvre, on doit penser aussi à travailler dans des bonnes conditions pour être motivé, pour être productif. L'état psychologique des employés a un effet sur la productivité. Et c'est l'un des volets du Lean dans le domaine de service. Donc, il y a plein de vidéos pour illustrer les MUDA, tout type de MUDA. Vous pouvez les consulter sur YouTube. Donc, c'est un exemple de MUDA transport entre les bureaux parce que justement les bureaux sont éloignés. MUDA suivant, c'est l'attente. Attendre la signature du responsable qui est en voyage. Je peux attendre la signature parce qu'il y a un stock de dossiers, parce qu'il y a une surproduction de dossiers et je n'arrive pas à avoir ce dossier-là, voilà, je ne suis pas arrivée à traiter ce dossier. Je peux avoir de retard parce que je n'ai pas vu le dossier, parce que le bureau est mal organisé. Je peux attendre un réparateur de photocopieuse, tout simplement, approvisionnement en service, ou encore des problèmes informatiques. Je n'arrive pas à ouvrir un fichier informatique, voilà, à ouvrir l'ordinateur, et donc le service maintenance informatique doit être plus fiable, si vous voulez. Et là, il y a une remarque à évoquer, c'est le fait attente. Il n'y a pas de travail, c'est-à-dire que la main-d'œuvre est au repos. Kelmet repos ne veut pas dire quelque chose de positif. Rester au repos, rester en attente ne veut pas être prendre une pause, parce que ça peut créer une fatigue et ça peut créer surtout du stress si on est pressé par une date de livraison, par exemple. Donc, on a tendance à dire que on est en train d'attendre, donc on est au repos, mais réellement, ce n'est pas toujours le cas. On peut attendre une personne comme la signature de validation ici. On peut attendre une matière pour, par exemple, le cartouche d'une imprimante. On peut attendre le client pour compléter son dossier. On peut attendre un service après-vente, comme le cas ici pour la photocopieuse, etc. D'accord? Le méta-mouvement, je me fais comme un transport en mouvement. Qui peut me donner la différence entre MUDA transport et MUDA mouvement. Pour ceux qui ont présenté l'exposé ce matin, c'est quoi la différence entre MUDA mouvement et MUDA transport? Le transport, comme vous voyez ici, c'est entre... Oui, je comprends chez Géo. Le transport... Le mouvement, Oui, oui, toi. le MUDA mouvement, il se peut dans la société, dans l'intérieur de... Et MUDA de transport, il se peut dans la partie extérieure de la société. Oui, ça peut être une définition, oui, mais aussi le MUDA transport, c'est entre bureau. Le MUDA mouvement, c'est dès qu'on a un système manufacturier, par exemple, c'est un mouvement entre postes. Donc, dans un même bureau, je peux avoir un mouvement inutile. Lorsque je me déplace,
je parle de transport. Autre chose, il y a des emails, madame. Envoie des emails. Qui fait j'envoie des emails? C'est un mouvement inutile. Le transport. C'est un transport, les emails, Mouvement. Mouvement. Mais, le mouvement peut être aussi lié à un mauvais aménagement. De l'exemple à l'envoi des emails. Je travaille avec les clients, on est des clients pour me demander des services. Ou un ordinateur. L'ordinateur, il est loin, baïd alia. Donc, je dois me déplacer pour saisir les informations. Je dois me déplacer pour récupérer l'IA. C'est un MEDA qui existe presque dans toutes les entreprises, dans tous les bureaux. Et ça m'a une seule photocopieuse pour, par exemple, 3 ou 4 guichets, qui est loin de tout le monde. Donc, celui qui travaille sur le guichet, il doit se déplacer à chaque fois où il y a un client. Tunisie Télécom, par exemple, 7 guichets où toutes les opérations doivent être appuyées ou elles doivent avoir un document imprimé fait Tunisie Télécom. Donc, l'opératrice ou l'opérateur dans le guichet, il va effectuer son travail, il va traiter le dossier, il va traiter la demande de client, et puis obligatoirement, il va effectuer un mouvement de se déplacer vers l'imprimante pour récupérer le document imprimé et revenir pour le donner au client. C'est un mouvement inutile, par exemple. D'accord? La surproduction, par exemple, je valide le travail 2 fois. C'est une surproduction. Par exemple, le client demande juste un quitus de réception ou je travaille en tant que responsable. J'exige que le même exemple de Tunisie Télécom, on a reçu Tunisie Télécom. C'est un bout de papier avec une impression, avec de petites tailles, sans aucune mise en forme, et c'est suffisant. Donc, il n'y a pas d'effort sur la qualité du rendu. Donc, il n'y a pas de overprocessing. Je dois répondre tout simplement à ce que le client demande. Ou une preuve que j'ai payée, un reçu. Je n'ai pas besoin d'augmenter ni la qualité des papiers, ni le contenu, ni de travailler sur le contenu. Parfois, les employés ont tendance à doubler le processus. Donc, je fais, par exemple, je traite la réclamation client ou dans le shift du matin et j'oublie, voilà, la standardisation n'exige pas que je confirme que j'ai traité ce dossier-là. Les dossiers, les dossiers traités avec les dossiers non traités, et l'employé qui va venir l'après-midi, il va refaire le même travail sur le même dossier. C'est lié, avec le doublon de processus, c'est lié au standard inadéquat, standard qui n'est pas adapté à l'activité, ou bien un standard qui n'existe pas. C'est presque le cas d'un grand nombre d'entreprises de services, surtout en Tunisie. Donc, c'est le fait d'avoir une tâche ou un processus qui n'est pas demandé par le client. C'est la définition de surtraitement, voilà, overprocessing. Dernier MUDA, c'est le MUDA défaut. C'est le fait de refaire un travail qui n'a pas été bien exécuté. Ça peut être lié à une mauvaise formation de l'employé qui travaille sur le dossier. Ça peut être lié à une malattention, une faute de frappe. Ça peut être la reprise de travail peut être suite à une réclamation du client. Un client a réclamé que son dossier n'a pas été convenablement traité. Ça peut être lié à des erreurs de calcul dans le cas de facturation. Ou encore, si on parle des emails, je me suis trompée d'adresse mail. Par exemple, lorsque je vais envoyer ENA en tant qu'enseignant, je suis un prestataire de services d'enseignement, je vais envoyer une séance de recherche opérationnelle pour les 3e années
EM4 d'esprit de l'année universitaire 2020-2021. Et non, je me suis trompée et j'ai envoyé à 3 EM4 de l'année 2019-2020. C'est un MUDA défaut parce que j'ai pas choisi la bonne adresse d'envoi du mail ou de l'événement. Et donc, qu'est-ce qui a engendré? Qu'est-ce qui peut engendrer? Ça a engendré que le service, avec on considère que les étudiants, les clients, donc les clients n'ont pas reçu leur demande, il doit trouver un meet planifié pour accéder et assister au cours. Ça a engendré un double traitement. J'ai dû refaire l'envoi et redéfinir l'événement. Ça a engendré une mauvaise qualité du service. Et donc, si j'aurais un contrôle de l'administration, je vais être marquée absente, par exemple. Je risque d'être marquée absente. Donc, c'est un travail non accompli. Et le démarrage de la séance va nécessairement être en retard. Donc, j'aurai des retards. Et les étudiants ont dû attendre. D'accord? Donc, j'ai refait le travail avec une qualité inférieure et avec des risques plus importants. Regardez, c'est un exemple de défaut que peut causer un client non satisfait. Ça peut causer des pertes de temps, des surcoûts, que ce soit surcoûts liés au temps ou les surcoûts financiers. Ou une perte éventuelle de matière première si, par exemple, dans un bureau, j'ai reçu une réclamation sur papier et j'ai dû refaire le traitement d'un dossier sur papier, donc j'aurai une matière première perdue. Voilà pour ce qui est les exemples de cette MUDA dans le domaine du service, en particulier bureau, mais qui me rappelle comme ça peut être copié vers le domaine, tout domaine du service, puisqu'il y a des bureaux. Pour ce qui est valeur ajoutée en comparaison entre l'industrie et le service, qui est en vert, c'est les bonnes pratiques dans le domaine de l'industrie et l'équivalent aux mauvaises pratiques dans le domaine de l'industrie aussi. Pour le produit, par exemple, il faut utiliser uniquement les produits nécessaires et de qualité conforme au cahier de charge. Et si j'ai un MUDA, produits qui ne sont pas nécessaires, il y a des produits que je ne vais pas utiliser, ou elle a des produits que je vais utiliser avec une qualité inférieure. Les machines, les équipements doivent fonctionner continuellement, alors que si j'ai des MUDA, les machines vont fonctionner de façon intermittente ou elles vont être en panne, c'est-à-dire en dysfonctionnement. Je dois avoir un flux tendu, un flux sans goulot, tiré, qui fonctionne sans aucune contrainte. Si j'ai des MUDA, je vais rencontrer des irrégularités, je vais rencontrer des goulots. Ici, c'est écrit barrage, c'est l'équivalent de goulot. Les opérateurs dans l'industrie, si tout va bien, si j'ai bien appliqué le Lean, les opérateurs vont travailler sur la transformation du produit et vont entretenir les équipements. Sinon, il y aura par exemple un MUDA attente. Je vais livrer le bon produit à l'heure. Sinon, si j'ai des MUDA, je vais avoir un retard de livraison ou la livrer en avance. Je vous rappelle que livrer en avance, c'est un MUDA aussi. Et ça peut causer des ruptures de stock ou encore des surstockages. Et d'ailleurs, pour ce qui est domaine industriel. Pour le domaine de service maintenant, le produit ici devient un dossier. Je ne traite que des dossiers nécessaires qui doivent être traités conformément à la demande du client avec les critères de qualité standardisés. Alors que si j'ai des MUDA, l'un des MUDA ou plusieurs des MUDA que nous avons cité 10 MUDA, je vous rappelle, des dossiers non nécessaires, c'est-à-dire je peux traiter des dossiers qui ont un délai plus éloigné, donc c'est par rapport à la gestion des priorités, ou elle a traité les dossiers avec une mauvaise qualité. Par rapport au flux, je dois avoir un flux tendu,
sans goulot, sans barrage, sans irrégularité. Les collaborateurs vont travailler dans une bonne ambiance. Vous allez voir, on va discuter un tout petit peu ça à Ottawa. Généralement, un traitement de dossier ne peut presque jamais être traité par un seul collaborateur. Donc, il y a toujours des tâches, un processus de traitement de dossier qui est partagé par plusieurs employés. Et donc, on doit synchroniser et travailler dans des bonnes conditions entre collaborateurs. Sinon, les collaborateurs ou certains collaborateurs, certains employés vont attendre, elles vont être surchargées. Si j'ai si j'ai un stock de dossiers à traiter, kiff, si tout va bien, si j'ai bien appliqué le lien, je vais livrer le bon produit à l'heure. Sinon, je vais avoir des retards ou livrer à l'avance. Et ça peut engendrer une non-satisfaction du client et ça va augmenter la complexité du service rendu. Les particularités de l'application du service Lean, il y a quelques points qui vont être un rappel. Il y a de nouveaux points. Je vais passer rapidement sur les points que nous avons traités et me tarder un tout petit peu sur les nouveaux points. Donc, MUDA caché, on a déjà discuté ça, c'est-à-dire que parfois, il est très difficile de voir les MUDA dans le système de service à l'œil nu. Donc, il faut travailler, il faut appliquer des méthodes d'analyse pour détecter ces MUDA-là. Les activités dans le domaine de service sont des activités généralement répétitives. Je traite 100 dossiers avec la même procédure. Donc, c'est une difficulté supplémentaire, c'est une faiblesse, c'est une particularité pour celui qui travaille sur les dossiers. Il va refaire le même travail pour un très grand nombre de produits. C'est un peu similaire pour les tâches dans le système manufacturier, mais c'est plus difficile lorsqu'on doit traiter des dossiers ou des demandes d'un cahier de charge client dans le domaine de service. Par exemple, le healthcare, le médecin, il va exécuter presque la même opération sur des patients différents, mais la complexité n'est pas la même. La situation n'est pas la même. Les conséquences éventuelles ne sont pas les mêmes. Il y a, dans le cas général, un manque de standardisation dans les domaines de service. Donc, deux employés qui travaillent l'un à côté de l'autre, qui exécutent la même tâche, peuvent l'exécuter de façon très différente. Et donc, puisque nous avons dit que traiter un dossier qui nécessite l'intervention de plusieurs collaborateurs, il faut bien découper les travaux et bien coordonner entre les différents intervenants, puisque nous avons dans le cas général des processus polyvalents qui nécessitent une organisation fonctionnelle, c'est-à-dire chaque poste a sa propre fonction. Généralement, dans le système de service, il n'y a pas de vision globale sur le processus, c'est-à-dire chaque employé, chaque type de main-d'œuvre, chaque coordinateur, il s'intéresse principalement à sa tâche. Il n'a pas généralement de vue globale sur le processus et ce MUDA, cette faiblesse, peut être réparée en faisant quoi? En standardisant le travail par des processus écrits. On doit écrire les processus et rappeler périodiquement, former périodiquement les collaborateurs pour rester toujours conscients que le travail qu'ils font, c'est un maillon dans un processus global. Certaines entreprises de services manquent d'organisation. L'exemple de passer beaucoup de temps pour trouver un document. Donc, dans les dans les on dit un exemple que j'ai oublié. Par exemple, dans les caisses, dans le CNSS, j'ai changé d'exemple. Dans le CNSS, j'ai besoin d'un relevé sur 5 ans, par exemple, pour une raison ou une autre. Et si il n'y a pas d'organisation dans la CNSS,
il va falloir attendre beaucoup de temps pour que l'employé trouve le document. S'il n'y a pas un tri, s'il n'y a pas des requêtes informatiques faciles à mettre en œuvre, si l'employé n'est pas formé sur l'organisation de la plateforme sur laquelle il travaille, il va passer beaucoup de temps pour trouver le document nécessaire. Nous avons discuté le fait que dans un système de service, les erreurs peuvent ne pas être détectables. C'est-à-dire que, à force que l'employé il répète la même tâche sur des dizaines, voire des centaines de dossiers, il risque de ne pas s'apercevoir, par exemple, qu'il y a un document manquant. C'est une erreur qui peut engendrer un défaut qui nécessite, par exemple, de travailler de nouveau, travailler à zéro sur ce dossier-là. Tout simplement parce que le premier poste n'a pas bien vérifié qu'il y a un document manquant. Et c'est très courant en Tunisie aussi. Le nombre de clients dans le domaine de service est souvent important et surtout imprévisible. Il est souvent important, mais je peux rester toute une demi-journée sans client. Donc, c'est aléatoire. L'arrivée des clients dans le système de service, c'est aléatoire. La non-satisfaction client est visible rapidement. C'est-à-dire, je peux avoir une toute petite erreur qui peut être corrigée rapidement puisque le client, il est présent dans la majorité des cas. Je parle, par exemple, des opérations devant les guichets de la Poste. Le mécontentement, la non-satisfaction client est visible dès la première erreur. Un tout petit retard peut engendrer des problèmes importants avec les clients. Et finalement, il est très difficile de calculer et d'analyser les coûts d'un service. Je peux calculer les coûts de la main-d'œuvre, le salaire, le coût horaire de la main-d'œuvre, je peux calculer les paperasses, je peux calculer le temps mis sur ordinateur, mais ça reste toujours des estimations et l'analyse est très difficile. Et donc, si je vais travailler pour minimiser ce temps-là, ça va prendre beaucoup de temps. Et ça va nécessiter des outils spécifiques d'analyse. Il y a un bureau d'études, qui s'appelle le BCS, qui a proposé une démarche pour la mise en place du Lean Office. Il a proposé 4 étapes. Pour chaque étape, il y a des livrables. Ce processus, il est générique et peut être appliqué à plusieurs entreprises et il y a quand même un minimum de détails. Vous pouvez trouver d'autres détails si vous en avez besoin. Les grandes lignes de la mise en place d'une démarche Lean Office dans une entreprise de service, c'est de cadrer et préparer le travail. Et vous avez ici les livrables qui doivent être mis en place. Représenter le flux de valeur par exemple le VSM. On peut aussi utiliser d'autres outils de cartographie des services, même des systèmes manufacturiers. Il y a des diagrammes de flux, par exemple. Il y a plein d'outils il y a une dizaine, disons, d'outils de présentation de flux ou de la chaîne de valeur. Et puis, on va proposer des améliorations une fois nous avons identifié les étapes à valeur ajoutée et les étapes sans valeur ajoutée. On va améliorer les flux en appliquant les outils Lean que vous connaissez ou elle a des outils plus adaptés au domaine de service. Et finalement, on doit sauvegarder le résultat et maintenir ce que nous avons mis en place avec toujours des livrables pour chaque étape. Cette démarche du Lean peut être résumée en 5 étapes. On doit commencer par standardiser les opérations pour que tous les employés aient les mêmes instructions et fournir le même livrable. Par la suite, une fois nous avons standardisé les opérations, on va identifier puis éliminer les opérations à non-valeur ajoutée. Rendre les flux plus visibles
par un réarrangement, par exemple, du bureau, mettre en place les indicateurs adéquats à l'activité et piloter l'amélioration continue. La représentation des flux, comme je vous ai dit, on peut utiliser entre autres une présentation SM ou autre. Je peux utiliser une présentation, comme vous la voyez devant vous, juste un enchaînement des flux, un enchaînement de flux d'informations, s'il s'agit uniquement d'une entreprise d'information. Sinon, on peut ajouter un flux de papier, par exemple, s'il y a des documents qui circulent, identifier les points où nous avons des MUDA, et puis proposer des améliorations. Ici, par exemple, on va réduire les délais, les durées de traitement et avoir moins d'intervenants. Toujours, on a intérêt à diminuer le nombre d'intervenants pour minimiser le risque d'erreur. Comment piloter l'amélioration continue? On peut, par exemple, utiliser un management visuel en rouge et vert. C'est-à-dire, lorsque c'est rouge, c'est interdit. Lorsque c'est vert, c'est permis. Par exemple, je me rappelle la première fois où j'ai vu les taxis en rouge et vert. Qu'est-ce que ça veut dire taxi en rouge à Tunis? C'est-à-dire que il est disponible. Taxi la lampe rouge, c'est-à-dire qu'il est disponible. La lampe verte, c'est-à-dire qu'il est avec un client. Et là, au début, j'ai trouvé du mal à mémoriser cette signalisation parce que logiquement, par rapport à un service, rouge, c'est-à-dire ne m'arrêtez pas parce que je suis occupée. Vert, c'est l'inverse, je suis disponible, vous pouvez m'arrêter. Mais un problème au début de la standardisation. Dans le cas général, lorsqu'on veut standardiser, on doit choisir un langage commun qui est le plus standard possible et compréhensible par tout le monde. Pour assurer une amélioration continue aussi, on doit avoir des objectifs connus par tout le monde. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche? À moyen et à long terme aussi. On doit définir pour les objectifs et pour l'étude du déroulement du travail des indicateurs SMART. Mesurer systématiquement ces indicateurs et il vaut mieux que ces mesures-là soient à des périodes courtes pour détecter en temps réel les lacunes ou les MUDA qui peuvent exister, les écarts par rapport aux objectifs que nous avons déjà définis. Chercher en permanence les causes des écarts détectés entre les objectifs et les indicateurs mesurés systématiquement. Donc, on doit chercher les causes. Qui fait on cherche les causes. On peut utiliser le Pareto, on peut utiliser l'Ishikawa, diagramme cause-effet, on peut utiliser les 5 pourquoi, on peut utiliser tout type d'analyse de problèmes que vous avez vus. On doit, pour assurer toujours l'amélioration continue, prioriser les actions selon ce que nous avons défini comme objectif. On doit prioriser les actions. Quand on dit des ressources limitées, on dit 5 objectifs, je dois choisir par quel objectif commencer. Et finalement, je dois assurer un retour systématique de l'information aux intervenants. Exemple, les évaluations des enseignements que vous faites. Si vous ne recevez pas de retour, on risque que vous ne répondez pas à l'évaluation de l'année prochaine. Donc, pour impliquer le personnel, pour s'assurer que le personnel sera motivé, sera impliqué, il faut lui fournir toujours des retours d'informations sur ce qui a été demandé, sur ce qui a été fait, sur les indicateurs, les niveaux des indicateurs, qu'est-ce qu'on a fait pour régler les problèmes, qu'est-ce qu'on a ajouté, est-ce qu'on a des nouveaux objectifs, etc. D'accord? Normalement, j'ai planifié de vous présenter 2 exemples. Je pense qu'on a largement dépassé le temps. Je vais laisser les 2 exemples pour la prochaine fois. Rapidement, je vais vous décrire une phrase les exemples à traiter. Donc, on dit une entreprise bancaire et qui a mis en place un chantier ligne et a mis en place surtout l'outil juste à temps.
Donc, c'est un exemple qui illustre l'importance de la mise en place du juste à temps dans le domaine du service, du système bancaire en particulier, et ça a permis d'obtenir des résultats très, très importants liés au time, le lead time, c'est lié aussi au chiffre d'affaires et au nombre de jours à valeur ajoutée. Deuxième exemple, c'est un exemple lié à la détermination des MUDA pour l'activité d'une compagnie d'assurance. Donc, ça a un objectif d'améliorer la productivité. Je vais vous dire qu'est-ce que la productivité, on va définir qu'est-ce que la productivité de 33%, c'est-à-dire un tiers, et l'expert ici dans un bureau de consulting, c'est le même bureau que le premier exemple, a proposé pour améliorer ce qu'on appelle la qualité intégrée, c'est-à-dire la qualité au niveau de chaque poste, a proposé une analyse du temps total de travail jusqu'à arriver au temps à valeur ajoutée. Et a engendré aussi des résultats très importants liés à la productivité et à l'erreur. Deuxième exemple est lié à la digitalisation. Et l'idée, j'ai déjà dit cette idée et je vais la répéter parce que c'est très important. Avant de penser à un chantier d'amélioration du processus d'exécution, des processus à valeur ajoutée, et l'exemple, c'est la digitalisation de l'entreprise, il faut commencer par éliminer les gaspillages, par chercher les sources de gaspillage. Et lorsqu'on arrive à une figure comme ça, avec un lead time très réduit, sans temps d'attente, avec un minimum de temps d'attente, je peux penser à un chantier d'amélioration, par exemple, de digitalisation. Et les résultats vont certainement être améliorés par rapport à ce qui existait au début. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour cette séance. Je vais revenir en détail à ces deux exemples pour la prochaine fois. Je vous rappelle que vous avez une présentation sur le jeu Get Kanban pour la prochaine fois. Donc, ce que nous allons faire, c'est le jeu Get Kanban. S'il vous plaît, les étudiants qui ont cet exposé, ils doivent faire l'effort pour bien présenter. Donc, Mehdi, Shawqi, Amir, Arbi, Wissem, Hind ou Khaled, vous devez faire l'effort pour bien présenter le jeu. Je vous ai déjà partagé le notebook et vous pouvez trouver plein d'autres documents sur Internet, mais le document du jeu, le notebook avec, c'est le support du jeu, il est partagé comme donc. Et je vais continuer avec ces deux exemples et on va voir qu'est-ce que vous allez présenter. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre attention. Nous avons dépassé le temps d'1 quart d'heure, mais quand même, nous avons commencé avec un peu de retard et avec l'exposé. Je vous remercie pour votre présence et si vous n'avez pas de questions, on va clôturer la séance. Merci, madame.